Bonjour et bienvenue dans le temps de l'histoire. Dans l'armée française, les régiments perpétuent les traditions de leurs prédécesseurs. Chants, symboles, étendards, tout concourt à créer une identité singulière et commune dans laquelle les soldats se reconnaissent et font corps. Parmi eux, les spahis. À l'origine, régiment de cavalerie, les spahis ont fait le renom de l'aventure africaine de la France. À l'origine de leur emploi dans l'armée française, il est un homme qui jette les bases de l'utilisation de ces unités de cavaliers nord-africains. Je veux parler de Joseph Ventini. Celui qu'on appelle le général Youssouf est aujourd'hui un personnage méconnu de l'histoire de France. Pourtant, forgeant sa propre légende, il côtoiera les plus illustres personnages dans les intrications du XIXe siècle français et maghrébin. Héros flamboyant et génie d'audace pour certains, traître et monstre pour les autres. Son récit est aussi celui des débuts de la colonisation africaine par la France. Nous le verrons ensemble, les productions littéraires et historiques faites sur Youssouf émanent principalement de généraux français, de son entourage proche, de sa famille ou de compagnons de campagne, mais aussi de panégyristes, de romanciers qui y voient en lui un homme empli de gloire. Cette jeunesse se présente plus comme une fable qu'on sait raconter avec son folklore, et ce fut sans doute voulu par Ventini lui-même pour dorer son image dans les salons parisiens. Pour autant, ce qui pourrait passer pour des approximations et des incohérences ne doit pas nous faire oublier que, justement, certains destins sont extraordinaires, au-delà, parfois, de toute vraisemblance. Quoi qu'il en soit, Youssouf, c'est le chemin qui ira d'une servitude aux chaînes dorées à la liberté dans le service. L'ennemi approche, monsieur! 1812. L'empereur, Napoléon Bonaparte, goûte à une amère défaite durant la retraite de Russie. Le général Hiver, nom utilisé pour désigner l'insupportable climat russe, est le grand vainqueur. Les troupes françaises sont décimées. Le harcèlement durant cette débâcle par des troupes de cosaques, mieux habituées, mieux équipées, ajoute au calvaire des soldats de l'Empire. On estime à 200 000 les pertes françaises, dont la moitié serait due au froid et à la faim. La 6e coalition, menée par les empires russes et austro-hongrois, le royaume de Prusse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, profite de l'état de faiblesse de l'armée française. Le rapport numérique est systématiquement en sa faveur. Ce sont les campagnes d'Allemagne, en 1813, avec la défaite majeure de Leipzig. Puis vient la campagne de France. Le 30 mars 1814, les coalisés entrent dans Paris. Ce même jour, le journal de l'Empire raconte la bravoure des Français, appelle à la résistance. Le lendemain, pourtant, Paris est tombé. Le même journal ne parle plus alors de résistance, mais supplie ses lecteurs de donner des fournitures pour les blessés. Ce sera son dernier numéro. Le trône vacille. En 1804, Napoléon jurait de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Comment ne pas se détourner d'un Napoléon défait, incapable de tenir son serment? Toujours empereur, comme lui a concédé le traité de Paris de mai 1814, la France retourne néanmoins à son état de royaume. La dynastie des Bourbons est restaurée, mais les appétits personnels se sont révélés. Le parti des Girouettes, comme on l'appellera plus tard, est devenu maître de la France. Au rang des premiers se trouve un maréchal qui a souvent fait concurrence à Napoléon, l'ex-maréchal Bernadotte, devenu Kronprinz, prince héritier de Suède, et qui n'a pas hésité à prendre les armes contre son ancien pays. La femme de Bernadotte, Désirée Clary, n'est autre que l'ex-fiancée de Napoléon. C'est dire quelles inimitiés les séparent. Bien d'autres s'y joignent, parmi lesquels MacDonald, Berthier ou Dino. Mais surtout les maréchaux Michel Ney et Joachim Murat. Après la ratification du traité le 14 avril, l'empereur des Français fait un dernier adieu à sa vieille garde. Ceux-là qu'il avait trouvés depuis 20 ans sur le chemin de l'honneur et de la gloire.
Il monte quelques jours plus tard à bord du HMS Undaunted, escorté par la Royal Navy britannique. Il est alors exilé sur l'île d'Elbe au large de la Toscane et de la Corse. Maigre consolation ou moquerie anglaise, il y devient le roitelet d'un caillou de 120 km² contre les 12,5 millions que constituait l'Empire français à son apogée. Caprice d'un souverain honteux mais bien décidé à organiser son retour, il règne sur sa principauté avec un certain absolutisme, si ce n'est avec le style d'un général en campagne. Mais le retour est-il seulement envisageable ? Sur sa petite île, il constitue sa cour à son palais de fortune, la Villa des Moulins, perché sur un roc dans la ville haute de Portoferraio. Certains membres de sa famille, des fidèles de l'armée ou de l'administration, le rejoignent, telle sa sœur, Pauline, qui se plie en quatre pour aider financièrement son impérial frère. Le murat de l'artillerie, ensuite, le général Drouot, l'a suivi. On peut aussi croiser le général Bertrand, fidèle parmi les fidèles, qui le suivra d'ailleurs jusqu'à Sainte-Hélène et qui est allé jusqu'à nommer son premier fils, vous l'aurez deviné, Napoléon. Dans ce micro-État, l'empereur régit tout. L'armée, naturellement, les comptes publics, un semblant de diplomatie, mais aussi tout le pouvoir législatif. Il y est aidé par son procureur aux tribunaux civils, un certain Vincent Ventini. Ce dernier est, selon les sources, décrit comme un notable prospère de l'île et parfois considéré comme un bureaucrate corse au service de Sa Majesté l'Empereur. Ventini est veuf. Il est père d'un petit garçon qui doit avoir 5 ou 6 ans en 1814. Il s'appelle Giuseppe, Joseph en français. Le petit Joseph côtoie les enfants des grands de la cour napoléonienne. Il est surtout choyé par la sœur de Napoléon, Pauline, dont nous parlions précédemment et qui, paraît-il, le couvre de sucreries, sans doute des beignets ou autres pâtisseries de l'île. Elle devient une sorte de mère adoptive pour le jeune garçon. Il faut dire que Joseph doit sans doute rappeler à Pauline son unique fils, décédé à cet âge-là, 10 ans auparavant. Comme une marraine la bonne fée, Pauline échafaude des plans pour le jeune Joseph. Il mérite la meilleure éducation. Elle compte elle-même partir pour Florence, paraît-il, où habite son ex-époux Camille Borghese. Ce dernier l'a autorisé à prendre ses quartiers dans son palais, peu rancunier semble-t-il de sa vie sexuelle de notoriété publique et jugé dissolu. Je vous invite sur ce point à faire vos petites recherches. Pauline, toujours elle, fait savoir à Ventini que son fils gagnerait à aller dans une bonne pension. Sans doute Florence, mais certaines sources néanmoins avancent un collège à Piombino. Et ce qui va arriver à Joseph lors de son voyage rend cette idée improbable en raison de la courte distance de navigation. On avance aussi Livourne, mais Florence paraît plus logique, étant donné aussi le parcours futur de Pauline et l'affection qu'elle porte au petit Joseph. Joseph est, paraît-il, plutôt prédisposé en langue. Il parle français de préférence en raison de sa présence à la cour, en compagnie des autres enfants. Mais aussi italien, la langue de l'île, avec son père peut-être, et le personnel helbois de la cour. On dit qu'il a l'esprit vif. Les biographies établies au sujet de Joseph sont dès le départ élogieuses. Nous l'avions déjà dit, ces biographes ne seront jamais très objectifs. Il passe pour un prodige. En ce sens, Joseph Ventini n'est-il pas devenu plus un personnage qu'un homme, à la manière d'un Napoléon enfant qui aurait été prédisposé à commander parce qu'il aurait mené avec brio la légendaire bataille de Boule de Neige à son école de Brienne. La très dévouée à son frère, Pauline, compte bien exploiter le potentiel de ce petit garçon, comme d'autres enfants sans doute. Compte-t-elle créer la prochaine génération de fidèles à la famille impériale? L'idée est simple, en créant une chaîne de redevabilité, on crée de facto une chaîne de loyauté. C'est d'ailleurs d'où naîtra le mouvement romantique de tous ces artistes et écrivains qui ont été dans les lycées de Napoléon et qui en éprouveront une mélancolie immense. C'est le cas d'Honoré de Balzac ou Alfred de Musset, qui fréquentèrent respectivement les lycées Charlemagne et Henri IV à Paris. Joseph, issu de cette même génération, saura, sans nul doute, lui aussi s'en souvenir en temps voulu. Bref, pour l'heure, cap sur Livourne. La côte toscane attend à une centaine de kilomètres de l'île d'Elbe. Le départ se fera sous le patronage et les adieux de la princesse impériale.
Après tout, la côte italienne n'est pas bien loin. Mais voilà, le bassin méditerranéen n'est plus un lac romain depuis bien longtemps. Il est l'endroit de tension entre nord et sud depuis les grandes conquêtes arabes des 7e et 8e siècles. Depuis environ 3 siècles à présent, se disputent les vassaux de l'Empire ottoman et les empires, républiques et autres royaumes chrétiens. Alors que la course et la piraterie européenne se pratiquent plus largement dans le Nouveau Monde, celles arabo-musulmanes ont cours précisément en Méditerranée. Il faut dire que Napoléon lui-même a failli en être victime lors de son arrivée sur Elbe. Même les très jeunes États-Unis d'Amérique ont dû faire la guerre plusieurs décennies durant aux cités d'Alger, Tunis et Tripoli. Ce qui témoigne assurément de l'importance et la généralisation du problème barbaresque à cette époque. Au loin, dans la courbure de la terre, aux confins de cette mer d'huile, on s'aperçoit qu'un navire semble faire voile vers le bateau Elbois. On décèle un croissant de lune, une étoile. L'équipage annonce la nouvelle et la peur commence à s'instiller. Le navire est sous pavillon barbaresque. En d'autres termes, ce sont des corsaires venus chercher butin avec une patente des princes islamiques. Aucun moyen de s'échapper. Le Tchébek barbaresque est un navire fulgurant et brutal. Alors quoi? Se battre peut-être? Impossible. Pas d'armes et beaucoup trop de civils pour espérer l'emporter. Ce serait une boucherie. Il est temps de prier Dieu, de sa clémence, d'escompter que les Mahométans se fassent miséricordieux. La large esquif approche, elle fait signe aux briques transportant le jeune Joseph de s'arrêter. Par un coup du sort, la destination vient de changer. Joseph et quelques autres enfants sont montés sur le navire ravisseur. L'ancien transport de Joseph repart quant à lui vers les côtes italiennes. Le Reiss, le capitaine du bateau maghrébin, compte les vendre pour esclaves à Tunis. Voilà un voyage inattendu. Bientôt, on foulera du pied les terres africaines. Tunis, 1814. Le bazar de Tunis est tout ce que l'on peut attendre d'une grande médina, c'est-à-dire une ville traditionnelle maghrébine. Les odeurs, les habits, les sons et surtout la langue, tout ici est différent de l'Europe. Ici, en effet, c'est le pays du lait de chèvre et du miel, plutôt que du vin et du pain. Les fragrances se mélangent, des encens qui éloignent le mauvais œil, des épices exotiques comme le safran qui monte dans le nez, le ras el hanout et autres cumins, le henné, le pain tunisien, ce tabouna qui cuit, les poivrons et les tomates dans la méchouia. On entend les différents bétails et bêtes vendus au loin, là-bas, au marché aux bestiaux, au mercade. Plus loin encore, on tisse des sacs en poils de chameau et de chèvre. Autre bétail, autre endroit. Le marché aux esclaves se trouve non loin du souk El Berka. C'est là que le petit Joseph est sans doute mené, proche du palais, au pied de la Casbah. En temps normal, c'est un aga, un officier civil qui remplit la fonction d'intendant des esclaves du seigneur local. À la cour du bey de Tunis, la personne qui remplit cette mission alors est un médecin français, le docteur Lambert, ou Lombard selon les versions. Il est, paraît-il, marseillais, et remplit cette mission à la fois sanitaire, de prestige et de relations interétatiques. Nous l'appellerons Lombard car les sources historiographiques semblent pencher pour cette appellation. Mieux, les sources semblent attester que Lombard n'est qu'un médecin parmi plusieurs au service du bey. Un certain Laurent Gay serait le médecin personnel de ce dernier. Un auteur dit que le Reiss aurait présenté directement Joseph au docteur Lombard, comme s'il savait à l'avance la valeur du petit garçon. C'est sans doute présumé de l'avenir important que nous connaissons déjà, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle de la téléologie. C'est donc certainement plus une question de concours de circonstances que de destin réalisé, comme le lyrisme littéraire veut l'entendre. Joseph n'est donc aux yeux du Reiss qu'un enfant européen, en bonne santé, à vendre, marchandise qui peut rapporter gros, qu'il soit pris comme eunuque ou mamelouk. C'est apparemment le docteur Lombard qui a la charge de désigner ces derniers, les mamelouks, les candidats esclaves qui formeront la garde personnelle du bey. Preuve en est du caractère multitâche des fonctionnaires à la cour. Joseph, qui a l'avantage de parler français, attire sans doute l'oreille du médecin, d'autant plus qu'il prétend connaître Madame Pauline.
Le Marseillais tentera de contacter sa famille pour le leur rendre, peut-être dans le cadre du service du bey, comme cadeau diplomatique. Mais ces lettres resteront mortes, sans doute conséquence de la Restauration en France. Puisqu'il va devoir rester ici, à Tunis, propriété du bey, Lambert lui fait l'honneur et la chance de devenir, plutôt qu'eunuque, mamelouk. Mais qui sont les mamelouks? Petit point qui semble important. Les mamelouks existent depuis environ le 9e siècle, c'est-à-dire l'époque de la sédentarisation progressive qui suit les conquêtes arabes. Ils répondent à un besoin, celui d'avoir la main mise sur des territoires dont la population est largement indigène, non arabe, et qui peut présenter des troubles en raison de ce pouvoir ethnique. En un millénaire, les mamelouks ont occupé tout un tas de places différentes dans les hiérarchies musulmanes. Tantôt bras armés, tantôt chefs de guerre, ou encore gouvernants de par l'empire qu'ils ont pu avoir. En Égypte par exemple, chassant la dynastie ayyubide, les mamelouks ont créé un sultanat qui durera plusieurs siècles. Sous l'Empire ottoman et avec l'apogée de la présence barbaresque en Méditerranée, ils sont au même titre que les janissaires, recrutés largement parmi les jeunes esclaves européens. Au Maghreb, ils sont plutôt les gardes prétoriens des grands seigneurs locaux, mais ont aussi d'autres fonctions, celui de la gestion de l'intendance, de la diplomatie, de la formation de la troupe arabe et turque, etc. Au final, ils acquièrent au fil du temps une sorte de position d'administrateur de haut rang, avec un statut et un décorum militaire néanmoins. Ils sont rendus fidèles dès le plus jeune âge, moment où ils sont désignés mamelouks. S'ils côtoient les notables et leurs enfants et vont aux mêmes écoles. Il faut dire que c'est connu, les révoltes d'esclaves menées par des mamelouks font vaciller les trônes depuis bien longtemps. Les Husseynites, les beys de Tunis, organisent donc cette caste de manière à se les attacher. Ils leur offrent les avantages liés à leur rang, ce qui permet aussi de s'assurer de leur loyauté. Bien souvent, ils sont convertis à l'islam et rejoignent l'Oumma, même si pas toujours, car certains mamelouks conservent leur croix ou leur étoile de David. Ils jouissent d'avantages, donc, qu'ils soient pécuniaires, de fonction ou encore matrimoniaux. En fait, bien que considérés comme esclaves d'un maître, la réalité en fait plutôt des féodaux, attachés et obligés d'un suzerain. Leur titre désigne bien le service dans lequel est forcé un homme, en tant que possession. Pourtant, ce statut ne dépend pas toujours d'avoir un seigneur. Il arrive que des mamelouks se mettent au service du plus offrant. Pour grossir le trait, leur position a quelque chose de ressemblant aux conditions des samouraïs au Japon féodal. En 1815, Joseph est donc maintenant un mamelouk en devenir. Propriété du bey de Tunis, Mahmoud Bey, il est incorporé au harem au sein du majestueux palais du Bardo. Il s'y trouve entouré de courtisanes, de concubines du bey, de femmes qui y travaillent, nourrices, suivantes, et d'eunuques qui forment une véritable police des mœurs. C'est donc un harem au sens de société de femmes, sous la garde du prince, plutôt que purement une suite d'esclaves tenant lieu d'amantes. Harem vient d'ailleurs du mot qui signifie interdit. Joseph, comme tout mamelouk, y reçoit donc une bonne éducation. Il apprend les rudiments de la langue arabe et surtout de la sociabilité dans les classes dirigeantes musulmanes. En effet, les secrets, les interdits, les rumeurs et cette dualité entre l'intérieur du harem et l'extérieur du palais fondent une société bien spéciale dont il s'agit d'apprécier les codes si on veut garder sa tête en place. Converti en sa qualité d'esclave, il va à l'école coranique. Il semble que le Taleb qui y enseigne et le Coran en lui-même ont une grande influence sur celui qui s'appelle désormais Youssouf. Youssouf est en cela un croyant fervent, assidu lecteur et récitateur des sourates. Quand bien plus tard, il abjurera la foi musulmane pour se marier à une chrétienne en France, il n'en gardera pas moins sur lui son Coran. On lui en offrira même un l'année avant sa mort. Pour ce qui est des armes, il apprend en sa qualité de cavalier l'équitation et le maniement du sabre, desquelles disciplines, comme toujours, il semble exceller. On lui enseigne le turc puisque Tunis fait partie de l'Empire ottoman et qu'il aura sous son commandement des auxiliaires turcophones. L'espagnol aussi puisque les Espagnols sont très présents en Afrique du Nord, notamment à l'ouest. Enfin, c'est avec le docteur Lombard qu'il continuera de s'exercer au français.
Youssouf joue avec une jeune demoiselle au harem, petite fille du bey Mahmoud, la princesse Kaboura, qu'il croisera de nouveau. Le harem est une aile du palais interdite aux mâles de plus de 12 ans. Youssouf, atteignant cet âge, en est chassé. Il est dorénavant non pas un enfant, mais un homme. L'Empire ottoman est un empire décentralisé, c'est-à-dire que certaines compétences régaliennes sont cédées aux gouverneurs des provinces sous sa coupe. Ces gouverneurs portent des titres qui symbolisent cette puissance déléguée, qu'ils soient pacha, bey, dey, etc. Le bey de Tunis est donc un de ces vassaux de la Sublime Porte, le sultan ottoman. Au XIXe siècle, la prière du vendredi se fait en l'honneur du commandant des croyants, en la personne du sultan. Cette place de commandant des croyants est ravie au calife abbasside au début du XVIe siècle. Les Ottomans, menés par Sélim Ier, prennent le dernier bastillon abbasside en Égypte, région sous l'égide de sultan Mamelouk. Les reliques du prophète sont alors déplacées, puis entreposées au palais de Topkapi. Faire régner l'ordre dans le Dar al-Islam, le territoire de l'islam, passe par le respect des prérogatives des gouverneurs. La perception de l'impôt est donc importante. Le Coran ne dit-il pas à la sourate 4, verset 59 « Ô les croyants, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » L'impôt tunisien, la mejba, auquel viennent s'ajouter d'autres impôts de type féodal, est une des obligations à laquelle doivent se soumettre les sujets du bey de Tunis. C'est aussi un moyen pour le bey de s'assurer de la sujétion des populations dans son territoire. Un mauvais payeur laisse présager d'un mauvais sujet. En effet, les tribus les plus reculées, bien souvent pauvres en raison des sols de leur territoire, sont guerrières et nomades. Elles sont soit recrutées pour le service du prince, en tant qu'auxiliaires pour s'acquitter d'une forme d'impôt du sang, soit finissent par lever les populations contre lui. Les alliances et les rivalités tribales viennent souvent se superposer à la sujétion ou non au bey. Et allégeance au bey surtout. C'est d'ailleurs ce qui fait que les beys se sont attachés les Mamelouks pour remplacer les Turcs janissaires, jugés trop proches de Constantinople. Les complots à la cour sont monnaie courante entre ces différentes factions et mènent à une instabilité à partir de 1811 sous Hamouda Pacha. Puis vient un renversement du pouvoir entre 1814 et 1816, depuis l'assassinat d'Osman Bey par Mahmoud Bey à la révolte des janissaires réprimée dans le sang par l'Aga Slimane. D'un côté ou de l'autre, il s'agit toujours de tenir le pays, car l'ambivalence de la religion musulmane réside dans le fait que le pouvoir est hérité de Dieu. Si l'on renverse le dirigeant en place, c'est Dieu qui l'aura voulu. Si le souverain reste en place, c'est aussi Dieu qui l'aura voulu. Finalement, le libre arbitre est une définition, une résolution du destin. C'est dans ce cadre que notre jeune Youssouf commence à l'âge de 12 ans par devenir le Khoja, c'est-à-dire l'assistant du Khasnadar, le trésorier. Un an plus tard, il est admis dans la garde rapprochée du bey sous les ordres du Bash Mamelouk Hussein Khoja qui, comme lui, est Mamelouk et d'origine italienne. Il fait ses armes, reçoit son turban, et puis, il est finalement temps de faire teinter ce sabre étincelant. Il s'embarque donc à l'âge de 15 ans dans sa première bravade. En effet, il est incorporé dans une expédition chargée de châtier les non-payeurs ou percevoir tout simplement l'impôt, ce qu'on appelle une méhala. Ces expéditions ont lieu 2 fois par an. C'est ainsi que Youssouf se fait remarquer dans le sud tunisien. Il est aux côtés de l'Aga Slimane, ce mamelouk réputé, marié à une fille du bey, chef de ses armées. Ce dernier, pendant la bataille, indique à tous d'accrocher le sabre au bras. Malgré les balles qui fusent et qui, selon certains auteurs, blessent Youssouf au poignet, notre jeune mamelouk coupe finalement sa première tête et est reconnu pour son courage. On raconte à la suite de ça qu'il obtient même le Nishan Iftikhar, l'ordre de la gloire qui existe en Tunisie et dans l'Empire ottoman. Cependant, c'est très fortement improbable, puisque nous sommes au début des années 1820 et que cet ordre sera créé au milieu, pour l'un et pour l'autre, des années 1830. Preuve encore qu'il faut être prudent en histoire. Voilà donc un moment de la vie de Youssouf qui semble plein de mystères, mais surtout d'approximations et d'erreurs, pour donner toujours plus de crédit à un destin extraordinaire. Youssouf prend part à de nombreuses expéditions,
et notamment une contre les Kroumirs, une tribu montagnarde à la frontière entre les Bellikas de Constantine et de Tunis. La mort de Mahmoud Bey en 1824, remplacé par son fils Hussein II, ne semble pas empêcher notre mamelouk de grimper les échelons. Nous l'avions dit, il est sorti des mamelouks du sérail, ce vivier de hauts dignitaires pour le Bellika. Conséquence de quoi, il a conservé naturellement une certaine faveur du souverain. Il est, qui plus est, italophone, comme de nombreux mamelouks de Tunis, autres secrétaires et intendants au service du bey, qui lui-même le baragouine un peu. Il forme de cette manière une véritable caste italienne qui sera bientôt remplacée par les Français et leur langue au fil du XIXe siècle. Le prestige de Youssouf lui vaudrait, dit-on, d'être nommé bey de Caen, mais il semble difficile de trouver un tel état dans les archives. Le bey du Caen est l'héritier désigné du bey, et ce n'est certainement pas ce qu'est Youssouf. Il est possible d'imaginer que les auteurs ont souhaité tunisianiser le terme d'aide de camp, qui désigne en France un officier aux ordres d'un haut gradé. Il est donc bien un officier et semble rouler pour le vieil Aga Slimane Kaya et pour Hussein Hodja, les deux étant en conflit d'influence auprès du bey. Hodja est le général de la garde rapprochée d'Hussein II et le mari de la princesse Kaboura. En face se trouve Slimane, homme lige du père, Mahmoud, marié à la sœur du présent bey. C'est plutôt une confluence de facteurs qu'un hypothétique Raznadar bureaucrate, comme il est raconté, au front gras et ventripotent, qui précipitera la chute de Youssouf. En effet, tous les hauts placés autour du bey Hussein sont des mamelouks, jusqu'au Raznadar. L'équivalent de Premier ministre sous Hussein II, de 1822 à 1829, n'est autre que Hodja. Les velléités dont est l'objet Youssouf sont peut-être donc d'un camp qui est le sien, habitué des complots, celui des mamelouks. Mais un troisième mamelouk, qui pourrait bien être ce Raznadar ambitieux dont on nous rebat les oreilles, est aussi en conflit avec ces deux-là. Il s'agit de Rachid al-Shakir, garde des sceaux d'Hussein Bey, qui attend son heure. Une crise économique va rebattre les cartes au sein du pouvoir. 1829. Youssouf, seigneur de sa cité, se laisse gagner à sa dolce vita. Il est alors très certainement estimé pour parler français. En 1827, un nouveau consul, Mathieu de Lesseps, est arrivé, au nom du roi de France, à Tunis. C'est sans doute à ce moment-là qu'il commence à côtoyer les salons du consul de France, recommandé par Lombard, qui le connaît si bien. Il se fait ami d'un certain nombre de hauts fonctionnaires français et des enfants de Lesseps notamment, Jules et Ferdinand. Les connaissances, je n'aimerais pas être à votre place, mon ami. Les Lesseps n'en sont pas moins arabophones, ce qui facilite aussi les relations. Hussein II est d'ailleurs francophile et se ferait lire le code Napoléon, notre code civil, par le consul français. Youssouf est donc certainement un interlocuteur privilégié, à la fois pour les Français et pour les Tunisiens. Il se fait donc à la bonne société européenne, tisse son réseau et rend compte à son seigneur. Il est ainsi tenu au courant des affaires diplomatiques entre le Maghreb et la France. La France a pris un sacré affront. La gifle faite au consul de Val par le Dey d'Alger a précipité la rupture des rapports diplomatiques. S'attaquer au ministre plénipotentiaire d'un roi, c'est précisément gifler le roi lui-même. Ce n'est pas la première fois qu'un Dey d'Alger s'en prend à un consul français. 15 ans auparavant, sous Napoléon, le consul David Bakri, juif algérien, était décapité pour une histoire de gros sous. Devant les projets d'invasion d'Alger par les Français, Youssouf se porterait volontaire pour commander un détachement tunisien contre le voisin constantinois. Cependant, il est vite calmé dans ses ardeurs par Hussein II qui ne l'entend pas de cette oreille. Pendant ce temps, Youssouf semble ne pas négliger ses amours. Il n'a pas oublié, semble-t-il, son ami d'enfance. Kaboura, ou Kébira selon les versions, occupe ses rêves et il occupe les siens. Oui, c'est bien elle, la femme du Bash Mamelouk Hodja, cette divine Kaboura. Car, pourquoi ne le serait-elle pas? C'est une princesse. On fait le mur comme des enfants, les fragrances des jardins viennent agrémenter chaque rencontre, qui se finissent dans cet élan qui a tout d'amoureux. Kaboura se donne à Youssouf, dans le harem, ce sérail, cette antre interdite. Alors que les réunions sont répétées, soutenues, prétendantes, Youssouf et Kaboura sont surpris. Tout se sait vite, il faut faire taire l'eunuque sans gêne. Youssouf tue alors, paraît-il, l'inconscient, l'indiscret, l'inconséquent. Il lui décroche l'oreille et la langue qu'il va donner en offrande pour preuve d'amour à sa belle, pour que jamais plus il n'ait à entendre ni parler de ce qu'il a vu.
Si cet épisode reste vraisemblable en raison des mœurs de l'époque, il nous révèle surtout la violence et la cruauté dont est capable Youssouf. 1830. Cette liaison se répand comme une traînée de poudre, alors même que le mari de Kaboura, Hussein Rodja, vient d'être écarté de son rôle de ministre en faveur d'Al-Shakir. Alors, la déshonorante Kaboura est-elle un argument de plus contre Rodja? Al-Shakir est-il derrière la publicité de cette duplicité? Toujours est-il que Kaboura, fille de son auguste père, est graciée. Quant à Youssouf, il est d'abord condamné à mort, pendaison, fusillade, décapitation. Quel sort attend Youssouf? On lui intimerait qu'il serait gracié lui aussi, qu'il serait condamné grâce à l'amour du souverain, à l'exil seulement, à rejoindre la France, prête à l'accueillir. Les hommes censés faire son escorte sont-ils aux ordres de Rodja, qui veut laver son nom, du Bey, qui veut venger la confiance qu'il avait, ou ceux d'Al-Shakir qui éliminerait un soutien hypothétique de l'ancien Premier ministre et de Slimane? Les complots ourdis sont nombreux et nombreusement probables. Youssouf n'a pas d'autre solution que d'accepter l'offre française pour sauver sa peau. Eh bien oui, Youssouf peut être considéré comme français puisqu'il est né sur l'île d'Elbe. Ses amis lombards, d'Aubignosc et les Lesseps lui proposent de quitter la rade de Tunis pour rejoindre l'expédition algérienne de Charles X qui se prépare. Dieu fera le reste. Il faut faire vite, il est surveillé. Semer ses geôliers est primordial. Il court donc à toute vitesse après avoir perdu son cheval en route. Il serait attendu pour monter à bord de l'Adonis, un brick censé rallier l'expédition française à Alger. Il sème ses ravisseurs grâce aux Lesseps qui jouent de leur laissez-passer consulaire. Youssouf réussit donc son échappée, rencontre le capitaine de frégate Huguet qui l'informe de sa bienvenue. Tunis ne sera plus qu'un souvenir d'enfance. Mais pas le temps de pleurer, une guerre se prépare. Sa patrie d'adoption est maintenant la France, et elle lui offre une nouvelle vocation. Le 13 juin 1830, à quelques kilomètres d'Alger, à Sidi Ferrouche, M. Youssouf Vantini rejoint un contingent de 65 000 hommes, une centaine de navires de guerre, commandés par la crème de la crème. Bourmont, Dupré, MacMahon, la Mauricière, autant d'officiers qui sont en quête de gloire. Comment Youssouf, français depuis quelques jours, peut-il prétendre se faire un nom parmi tous ces aristocrates? En tout cas, il ne passe pas inaperçu avec son burnou rouge tunisien, son majestueux sabre et les pierres précieuses incrustées. Saura-t-il jouer de ses atouts pour se faire une place décisive dans cette expédition? Comme il est de bon ton de le faire, évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux et Spotify pour découvrir les nouveautés. A très bientôt dans le temps de l'histoire.